Le grand oral continue avec Marie Calter. On a parlé de cet Orient accueillant pour les Juifs avec ce cadre d'Abraham qui rassemble les pays, qui normalisent leurs relations avec Israël. Alors maintenant, mais on va s'y rendre tout simplement pour vérifier sur le terrain et pour retrouver donc à Dubaï Arnaud Lacheret. Arnaud Lacheret, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors le public d'I24 News vous connaît bien, vous êtes directeur académique du campus de Schema Business School à Dubaï, professeur de sciences politiques, vous êtes également l'auteur de l'essai intitulé Les Intégrés, une étude sur les réussites des immigrés de la seconde génération en France, et vous êtes un des meilleurs connaisseurs des processus en cours dans la région. Avec vous, le principe est connu, cet Orient est toujours compliqué, mais vous contribuez à nous le rendre le plus simple possible, ou en tout cas du moins le plus accessible. Donc ma première question sera sur le front le plus chaud du moment, l'Iran. Que sait-on à Dubaï de la situation vis-à-vis de l'Iran ? Alors on ne sait pas grand-chose alors que ce sont nos voisins. Ça se passe à 30 minutes d'avion de là où nous sommes. Allez, 100 kilomètres de Dubaï précisément, on a les côtes iraniennes. Et ben, ça fait partie des pays où on essaye d'occulter au maximum ce qui se passe. Dubaï et les Émirats Arabes Unis en général, c'est un pays où on est dans le business, on essaye de rendre tout ça attractif, etc. On ne voit pas d'un très bon œil le fait qu'il y ait une guerre à nos portes, qu'il y ait des manifestations, etc. Ce qu'il faut oublier, c'est que Dubaï, c'est à plus de 200 000 citoyens iraniens. Enfin, on a des banques iraniennes, des hôpitaux iraniens, un magnifique hôpital iranien, très très voilà. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. On sait que on imagine en tout cas que le gouvernement des Émirats Arabes Unis est beaucoup moins rétif à un éventuel changement de régime, très clairement, que l'Arabie Saoudite ou que d'autres pays qui ont été, que le Qatar évidemment, qui se sont beaucoup plus exprimés sur ce sujet-là. Mais on n'arrive pas trop à le savoir. Là, régulièrement, et là j'ai même pris une photo, on a des avions de combat qui passent au-dessus de nos têtes. N'étant pas expert en aviation, je sais reconnaître des avions militaires, mais je ne sais pas ce qu'ils font. C'est rarissime. Ça fait des mois et des mois que nous sommes à Dubaï. On voit pas d'avion passer à basse altitude au-dessus de nos têtes. Là, j'en ai vu un, très très récemment. Alors comment cette période et cet événement est-il couvert dans les médias locaux ? Qu'est-ce qu'on montre à la télévision ? Qu'est-ce qu'on dit dans les journaux ? Est-ce que vous pouvez nous restituer justement cette ambiance médiatique et quel retentissement médiatique est-il donné à ce qui se passe en Iran en ce moment dans les Émirats ? Alors, il suffit de regarder les chaînes locales, Sky News Arabia, etc., qui sont assez transparentes sur le sujet. On a le même niveau d'information que ce qu'on peut voir, j'allais dire sur I24, mais c'est exactement ça. C'est assez transparent, mais c'est très factuel, c'est-à-dire que on se sent plus spectateur qu'acteur de quoi que ce soit. On se demande un petit peu de quel côté la pièce va tomber, et surtout, il y a cette influence américaine dont on ne sait pas exactement ce qu'elle va devenir, ce qui va se passer, etc. Est-ce que Trump cherche un deal? Est-ce qu'il veut un changement de régime? Quels sont les rapports avec le Shah, etc., etc. On est vraiment dans une espèce d'expectative. Les médias sont très très clairs là-dessus. Les médias n'ont jamais été pro régime, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut pas oublier que Mohammed Ben Zayed, le président des Émirats Arabes Unis, et l'intégralité de la classe dirigeante des Émirats Arabes Unis est remontée contre tout ce qui est expression politique de l'islam. Les frères musulmans sont depuis très longtemps catégorisés comme terroristes complètement illicites. Autant dire que l'expression de l'islam politique chiite n'est pas du tout la bienvenue. On n'oublie pas que les Émirats Arabes Unis sont engagés au Yémen, par exemple, contre les Houthis, qui sont on va en c'est un peu parler, plus oui. compliqué que ça, mais, qui sont le bras armé de l'influence iranienne dans le Golfe, enfin un des éléments de l'influence iranienne dans le Golfe. Les Émirats Arabes Unis sont, et c'est une notoriété publique, proche d'Israël. Autrement dit, évidemment que si on devait se demander de quel côté il penche, je pense qu'il n'aurait rien contre un changement de régime, bien qu'aucun dirigeant ne se soit exprimé en ce sens.
Alors, on sait qu'avec vous, on peut brosser l'ensemble de la situation dans la région, notamment après donc, la guerre contre le Hamas, entre Israël et le Hamas après le 7 octobre. On va le faire. Encore une dernière question, justement, vis-à-vis de cet événement iranien. Est-ce que sur votre propre campus, avec tous les étudiants que vous avez autour de vous, la communauté enseignante, est-ce que vous sentez un intérêt, une effervescence vis-à-vis de ce sujet? Est-ce qu'on sent qu'un événement peut arriver? Est-ce qu'on en parle sur un campus comme le vôtre, à Dubaï? Très clairement, on en parle. J'ai aussi des étudiants qui sont ressortissants iraniens, hein. Faut pas l'oublier non plus. Donc on en parle. Je ne dirai pas ce qu'ils me racontent parce que je pense qu'ils souhaitent tous rester un petit peu discrets sur le sujet. En revanche, les étudiants français, ils arrivent par semestre. Donc là, ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés en janvier. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en janvier. Il y en a qui vont arriver en février, un grand nombre. On les sent parfois peu rassurés. Il faut dire que la communication du Quai d'Orsay est un peu erratique et je fais souvent office de personne qui rassure un petit peu sur ces sujets-là, qui rassure les parents, qui rassure les enfants, en leur disant que quoi qu'il en soit, les Émirats Arabes Unis, il ne me semble pas qu'ils soient une cible qui ait été jamais désignée à ce sujet. J'ai une expression sur ce sujet, on ne bombarde pas sa banque. La plupart des hiérarques qui sont de tous les pays possibles ont souvent des intérêts financiers aux Émirats Arabes Unis, comme ils en ont en Suisse, etc. C'est-à-dire que souvent, il n'y a pas de grand intérêt à chercher des noises aux Émirats Arabes Unis et personne ne l'a jamais fait. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure justement déjà dans les possibilités, les questionnements que vous mettiez en avant, l'attitude du président américain. On a le sentiment voilà, qu'il a beaucoup hésité, qu'il hésite beaucoup. Et par ailleurs, on note aussi une forme de discrétion, même quasiment de mise en retrait officielle d'Israël, qui dit nous ne sommes pas partie prenante de ce processus, les Iraniens doivent décider d'eux-mêmes. Comment peut-on expliquer ces attitudes? Alors qu'on a beaucoup entendu justement de volontarisme et de volonté justement de débarrasser l'Iran de ce régime. Alors, il y a plusieurs politologues qui ont une analyse qui est très intéressante, qui me disent que il n'y a pas un seul facteur explicatif, mais ça c'est pas très compliqué, mais que souvent appuyer sur le bouton, c'est l'enchaînement de choses qui sont très 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 variables. Et pour le coup, c'est aussi le résultat de conflits internes et de luttes internes au plus haut sommet de l'État. On sent bien que Trump a envie aussi de marquer l'histoire. Il a envie de, voilà, il n'a pas eu son prix Nobel, donc il veut faire quelque chose. S'il avait eu les moyens s'il avait eu une unanimité ou un consensus en interne sur le fait, allez, on y va, on s'en débarrasse, a priori tout fonctionne, il l'aurait sans doute fait. Tous ces atermoiements, on sent qu'il y a une fracture qui est incarnée notamment par Vance, hein, par le vice-président, qui lui est un personnage un peu curieux, déjà que Trump est pas mal dans le genre, dont on ne sait pas exactement pour qui il travaille, et qui clairement n'avait absolument aucune envie d'une frappe en Iran, qui est très modérément pro-israélien, on le sent aussi. Et donc, il semble qu'il y ait vraiment une lutte d'influence au sommet de l'État, une espèce de duel et avec chacun a ses hommes, chacun etc. Et de temps en temps il y en a un qui emporte le morceau, de temps en temps l'autre. Mais Trump, il ne me semble pas complètement avoir les mains libres et il semble qu'il y ait vraiment un enchaînement de luttes en interne qui finit par déboucher sur quelque chose. Mais il faut pas se dire que la conséquence est parfaitement logique. C'est comme l'enlèvement de Maduro. On ne sait pas exactement comment se prend une telle décision. Et cela m'étonnerait, mais peut-être que je me trompe, que Trump soit vraiment un monarque absolu à son niveau qui décide d'absolument de tout. Et on imagine les luttes d'influence que la moindre décision qui peut paraître logique et qu'on explique évidemment a posteriori, on trouve plein de causes une fois que les choses ont été faites. Mais là, peut-être que les choses ne se feront pas. On trouvera également plein de causes. En revanche, on n'est jamais tellement sûr de quelles sont les positions des uns et des autres, et je ne suis vraiment pas certain que Donald Trump n'a pas eu à un moment l'intention de se débarrasser de ce régime, ne serait-ce que pour une question d'ego et de rentrer dans l'histoire. Et justement, pour pouvoir aussi, comme vous l'avez dit, pour le Venezuela, pouvoir passer des accords
de manière à pouvoir continuer à avoir la main sur les ressources énergétiques, parce que dans son influence, son opposition avec la Chine, qui se procure justement du pétrole essentiellement donc en Iran et au Venezuela, et bien pour lui c'est une manière aussi de placer ses pions. On va voir effectivement comment tout ça va évoluer. Je disais avec vous, on a toujours envie et on sait qu'on peut faire un peu ce tour d'horizon de cette région. On va commencer par le cœur, au fond, de ce qui nous a focalisé depuis 2 ans, la guerre entre Israël et le Hamas. Dans quel état est le Hamas aujourd'hui? Il semble qu'ils sont pas en très grande forme, et ça se voit quelque part. Ça se voit, c'est-à-dire que le pouvoir d'influence et les discussions pro-palestiniennes, etc., sous le manteau évidemment dans nos pays, puisque clairement le Hamas est complètement illicite et même combattu férocement dans les autres pays du Golfe dans les pays du Golfe qui ne sont pas le Qatar, faut être très clair, et aux Émirats Arabes Unis en particulier. Mais j'entends nettement moins de discussions sous le manteau de gens qui pourraient être influencés, etc. On sent aussi qu'en termes, y compris de communication pure, ils ont perdu la main. Il semble que le Hamas ne soit, en tout cas pour un certain temps, plus une menace immédiate. On peut que s'en réjouir. En revanche, Israël a eu des gros problèmes, mais bon, après, on en a parlé plein de fois, hein. Il fallait faire ce qui a été fait. Ça a été désastreux en termes d'image. On le savait très très bien. Et maintenant, Israël va devoir vivre avec ça et vivre avec cet énorme déficit d'image qui est le fruit de sa propre sécurité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut assurer sa sécurité. Ça coûte très cher en termes d'image. Et ça va être un processus très très long. Et pour le coup, disons-le, les accords d'Abraham ont joué. Les deux partenaires du Golfe des accords d'Abraham, que sont le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, ont été extrêmement modérés sur ce sujet. Les Émirats Arabes Unis ont même continué à avoir une relation bilatérale très active avec Israël. À aucun moment, aucun vol vers Tel Aviv n'a été coupé. Il suffit d'aller à l'aéroport de Dubaï et on s'aperçoit qu'il y a toujours 5, 6, 7 avions par jour qui vont à Tel Aviv. Et voilà, donc c'est quand même, il y a quand même des vrais signes que les accords d'Abraham, on les a critiqués, on a dit ils sont fragilisés, etc. N'empêche qu'ils fonctionnent. Mais Arnaud Lacheret, et à côté des accords d'Abraham, il y a maintenant une nouvelle matrice concernant principalement donc, la bande de Gaza et le Hamas, c'est-à-dire le plan Trump pour la reconstruction. La phase 2 a été annoncée. Alors là aussi, dites-nous quelles sont les différences entre les mythes et les réalités. On parle de cette phase 2 annoncée à grand renfort de médias par l'administration américaine. En réalité, il faut désarmer le Hamas. Ça n'est pas vraiment, on est vraiment aux prémices, voire pas du tout. Une nouvelle gouvernance doit se mettre en place. On ne la voit pas arriver. Une force internationale doit se déployer. On ne la voit pas arriver. Alors, quelle est la réalité de ce plan Trump aujourd'hui ? La réalité, elle est exactement la même que depuis des années, c'est-à-dire que aucun pays arabe n'a envie de s'occuper de ça. C'est très clair, hein, pas plus d'ailleurs le Qatar que d'autres, hein. Personne n'a envie de s'impliquer, personne n'a envie de mettre un centime là-dedans. Trump pensait naïvement, et il fait preuve de naïveté de temps en temps, hein, que l'Arabie Saoudite avait assez d'argent pour faire ça, qu'ils avaient un trésor de guerre qu'ils allaient mettre pour faire. Ça marche pas. Il pensait que les Émirats Arabes Unis allaient s'impliquer. Je ne crois pas qu'ils soient très motivés à l'idée de s'impliquer. Il faut vraiment pas oublier que Gaza, c'est le Hamas, que le Hamas est illicite de partout et qu'ils ne sont pas désarmés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont très affaiblis, mais ils ne sont pas désarmés. Ils sont toujours sur place, c'est toujours eux qui gouvernent officiellement. Personne n'a envie de travailler avec eux. Et donc cette fameuse, on annonce la phase 2. Personne, à part quelques personnes à Washington, n'est sur le terrain pour la mener. Parce que les conditions mises en avant justement par ces pays, Émirats et Arabie Saoudite, c'était de dire si le désarmement commence, alors on va s'intéresser, on va s'investir dans la reconstruction. Vous ne voyez pas du tout ce processus se mettre en place? S'ils ont dit ça, c'est qu'ils se doutaient aussi que le désarmement, il y avait peu de chances qu'il ait lieu un jour. Il faut être un petit peu clair là-dessus. On est sur des gens qui sont réalistes. Ils ont quelqu'un qui s'appelle Donald Trump en face.
Autrement dit, ils ont tendance à donner une condition qui, a priori, apparaît à Donald Trump réalisable, mais eux sont sur place et ils sont un petit peu plus intelligents et renseignés et savent très bien que cette condition ne sera jamais remplie. Il faut être très clair sur ce sujet-là. Donc, évidemment, on le fera quand ce sera désarmé. C'est une réponse qui, politiquement, est très acceptable par tout le monde et qui paraît logique. Sauf que c'est quelque chose qui, a priori, n'aura pas lieu, puisque personne ne va désarmer le Hamas. Voilà, c'est très bête. Alors, si on continue à parcourir un petit peu cette région, et justement, le Hamas étant un des proxys, un des bras armés justement de l'Iran, très affaibli, on vient de le comprendre, dans quel état sont les autres proxys? Le Yémen, le Hezbollah? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on dit des processus aussi en cours dans la région vis-à-vis des anciens bras armés supplétifs de l'Iran? Alors c'est la très bonne nouvelle de cette année 2025. Enfin, c'est la fin quasiment du Hezbollah. Quand on parle à des Libanais, on les sent soulagés par rapport à ça. C'est pas la fin du Hezbollah évidemment. Hein. Ils sont toujours très présents au Liban évidemment, mais en termes de force armée et de force qui pourrit les relations partout où elle est, c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est parce que le Hezbollah s'est quasiment fait éradiquer que en Syrie, ils étaient plus là pour défendre Bachar en Syrie. Autrement dit, ils sont rentrés au Liban pour essayer de sauver la mise. Bachar s'est immédiatement effondré. C'est aussi parce que le Hezbollah n'a plus de force vive que ça a failli marcher en Iran et que on peut pas préjuger de l'avenir, mais que mine de rien, quand le régime iranien, à chaque fois, hein, quand le régime iranien est en difficulté, il ne demande pas à des Iraniens de tirer sur d'autres Iraniens. En général, ils appellent des proxys. Souvent, c'est le Hezbollah. Là, ils ont fait appel à des milices irakiennes parce qu'il ne restait plus que ça. Donc, mine de rien, les proxys de l'Iran sont très affaiblis. Les Houthis ne sont pas en grande forme. Et là, pour le coup, force est de constater que les frappes israéliennes leur ont fait mal, mais ils sont toujours là. Cela, ça va être très compliqué, d'autant plus que les deux alliés d'hier, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, sont plutôt en froid, disons-le, et que sur le terrain, ça ne se coordonne plus beaucoup. Autrement dit, les Houthis sont partis pour rester. Je pronostiquais il y a quelques années, et ça aurait peut-être eu lieu si plusieurs événements ne s'étaient pas produits, je pronostiquais une espèce d'entente nationale, etc. À la fin, ça allait finir par se faire comme ça. On en est malheureusement assez loin et je crains que le proxy qui tienne le plus longtemps, ça reste Ansarallah, donc les Houthis. Et vous évoquiez justement la situation avec la Syrie, l'évolution avec la Syrie. Si on reste quelques instants avant d'aborder la Syrie sur le Hezbollah, est-ce que l'action également du nouveau président libanais, qui d'emblée, dès son arrivée au pouvoir, a dit une armée, un État et désarmement du Hezbollah, est-ce qu'elle produit son effet également? C'est-à-dire que c'est un étau, c'est à la fois la pression israélienne, mais aussi la décision du président libanais, du président Aoun. De la même façon, si le nouveau président libanais dit ça, c'est qu'il pense politiquement que c'est quelque chose de faisable. C'est un vrai défi, c'est extrêmement compliqué pour le Liban, mais moi, tous les échos libanais, et Dieu sait qu'à Dubaï, on est entouré de Libanais, et j'ai énormément d'amis parmi eux, voilà, et que j'ai beaucoup d'amis parmi eux, tous me disent que le Liban est beaucoup plus agréable qu'il y a quelques mois, que ça se passe nettement mieux, et que les tensions sont beaucoup moins importantes. Énormément de mes collègues ou de mes amis libanais ont passé Noël, ont passé les fêtes au Liban. Ça faisait très longtemps que c'était quelque chose qui ne leur était plus arrivé. Autrement dit, le Liban se pacifie doucement, et y compris quand je discutais avec d'autres étudiants, ceux qui étaient restés à Paris, des Libanais qui étaient restés à Paris, avant, parler d'Israël à des Libanais, c'était toujours compliqué, c'était sous le manteau, etc. Maintenant, on fait ça plutôt en plaisantant. Évidemment, hein, ils sont pas devenus amoureux d'Israël du jour au lendemain, mais ils parlent de nos voisins, etc., etc. Voilà. Disons que c'est nettement moins un sujet de tension et un sujet tendu. Ça signifie aussi que l'influence du Hezbollah et que celle du nouveau président, il semble qu'il se passe quelque chose. Le fait également que la Syrie ne soit plus omniprésente au Liban joue énormément.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant parce que vous nous faites vraiment toucher du doigt ces mutations, ces changements de paradigme auxquels on assiste, que l'on comprend, qui sont en train de se passer sous nos yeux en ce moment au Proche et au Moyen-Orient. La Syrie est-elle justement game changer? Est-ce que on peut envisager, ça a été entendu maintes fois, ça a été dit maintes fois, soit du côté de Washington, soit du côté d'Israël, est-ce que la Syrie peut être le nouvel entrant dans cette matrice des accords d'Abraham? Alors, On je le entend un pense. accord qui est en train de se négocier. Ah ouais, je le pense, je le pense. Je voudrais d'abord dire une chose qui est très importante. C'est dans le cas de la Syrie, mais ça aurait pu être le cas dans le cadre de l'Iran. Hein, on espère toujours que le régime tombera. Enfin, en tout cas, je l'espère. Peut-être des gens souhaitent qu'il se maintienne. J'espère que le régime tombera. Mais en général, ceux qui sont prêts à se battre jusqu'à la mort contre un despote sont rarement des enfants de cœur. On l'oublie souvent. Hein, c'est pas ce qui fait suite à une dictature sanguinaire qui dure depuis des décennies. Ben, en général, ce sont des gens qui sont prêts à risquer leur vie. Autrement dit, ce ne sont pas exactement des gentils démocrates tels que nous les imaginons, nous, occidentaux. On s'imagine toujours qu'après un dictateur, on aura un gentil garçon qui est... voilà. Et bien souvent, on a ce qu'on trouve. Et là, ce qu'on a trouvé, c'est cet ancien djihadiste un peu controversé, même très controversé. Et ben, il est là. Et ben, il faut bien faire quelque chose avec. Et pour le coup, la diplomatie occidentale, et Emmanuel Macron le premier, il faut le reconnaître, mais la diplomatie israélienne aussi a plutôt été habile en se disant, eh ben, il est là, on va faire ce qu'on peut avec lui et on va discuter. Force est de constater que ça a été un peu compliqué, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des frappes, il y a eu un moment où il a fallu taper du poing sur la table et ça, quand je dis taper du poing sur la table, c'est souvent un coup de missile. Mais le dialogue semble être possible. Mais vous êtes Peut-être. convaincu, Arnaud Hacheret, vous êtes convaincu, quand je vous entends dire votre analyse, et vous êtes convaincu que sa conversion est totale, sincère, parce que c'est encore la question qu'on se pose en Occident. Est-ce qu'il joue double jeu? Est-ce qu'il a vraiment envie de développer son pays, d'être investi dans une organisation, dans une démarche de vraiment de développement de son pays et devenir interlocuteur de la région? Ça, c'est votre sentiment? Alors, c'est mon sentiment et il est étayé par des faits. C'est-à-dire que, notamment à Dubaï et aux Émirats arabes unis, il y a énormément d'intérêts économiques et je n'ai jamais eu autant d'amis et de gens qui sont autour de moi qui font des voyages en Syrie. On m'a même proposé de m'y rendre à plusieurs reprises. Ce sont des Occidentaux qui représentent des intérêts économiques et qui sont invités par le nouveau pouvoir syrien et qui y vont avec plaisir. Alors, ils me disent ce qu'ils y voient, que ce n'est pas aussi reluisant. Évidemment, on essaye de leur dépeindre un pays extraordinaire pour qu'ils investissent, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'attirer des investisseurs. Évidemment que un djihadiste, un ancien djihadiste reste un ancien djihadiste. Évidemment qu'on peut pas forcément lui accorder un crédit maximal. Ce que je vois en revanche, c'est que les grandes réunions d'occidentaux, investisseurs, représentants des intérêts qui se passent à Damas ou à côté de Damas, elles ont lieu. Elles ont lieu et qu'il y a plusieurs éléments, même dans l'enseignement supérieur, hein, qui est ma branche, hein, on me parle de la Syrie, on me parle de volonté d'investir, etc. Ça ne vient pas de rien du tout, ça vient notamment du nouveau pouvoir. Je ne dis pas que ce pouvoir est fantastique, je le prends avec énormément de pincettes. Force est de constater que les signaux qu'il envoie, c'est pas que de la com. C'est pas que de la com. Les gens qui vont en ce moment à Damas, en Syrie, pour tâter le terrain, regarder quels investissements faire, ce qu'il y a à faire dans ce pays, ce sont des gens que je connais, que nous connaissons. Alors, c'est vraiment c'est passionnant parce qu'on voit bien qu'on touche vraiment la réalité de ce qui se passe en ce moment. Ce changement de paradigme, ce nouveau Moyen-Orient qu'on entend dans les grandes analyses ou les grandes incantations, vous le voyez se mettre en place. Vous sentez bien que autour de l'impulsion des MBS, de Mohamed Ben Salman, qui au fond reste le patron, d'après ce que l'on comprend, l'impulseur général de toute cette mutation, ce nouveau Moyen-Orient est en route aujourd'hui? Alors, ouais, effectivement, Mohamed Ben Salman est l'impulseur. Il a donné un signal que le Moyen-Orient pouvait changer. Je ne suis pas certain qu'il soit toujours autant un moteur. Et c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il a démarré le mouvement, et maintenant d'autres reprennent doucement. Il y a toujours évidemment une influence saoudienne, mais l'Arabie saoudite est aussi très occupée à essayer de se développer elle-même, de mener à bien ses projets.
Beaucoup sont en bonne voie, certains sont en voie plus compliquée, mais ça fonctionne. Et j'ai l'impression qu'on demande aussi en ce moment beaucoup à l'Arabie Saoudite. Donald Trump n'y est pas pour rien, et a l'impression que c'est un puits d'argent sans fond qui peut refinancer facilement la Syrie et refinancer Gaza, construire. Voilà, j'ai quand même l'impression que l'Arabie Saoudite est très occupée déjà avec son propre pays, avec l'Égypte, qu'il faut quand même un peu maintenir à flot, etc. Autrement dit, voilà, on demande beaucoup à MBS. Je pense qu'il faut rester un peu raisonnable. Alors, en quelques mots, il nous reste 40 secondes. Est-ce que l'Occident comprend ce qui se joue dans la région? Je Vous avez pense qu'on 40 comprend secondes. jamais grand-chose. Bon, je pense qu'on comprend pas grand-chose et ça paraît logique. Il faut vraiment être ici, il faut vraiment comprendre ce qui s'y passe pour pouvoir vaguement voir les choses et comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, que c'est le fruit d'alliances, de luttes internes, etc. Et que on est très fort en Occident pour trouver des causes à des événements qui se produisent après qu'ils se soient produits. Mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça et qu'il faut vraiment réfléchir en lutte d'influence et être un peu optimiste. Et je pense qu'on peut être optimiste sur ce qui va se passer en 2026 au Moyen-Orient. Arnaud Lacheret, merci beaucoup parce que vraiment c'était très important d'avoir ce tableau général pour démarrer cette année, pour comprendre effectivement à quel point les mouvements des plaques tectoniques sont en train de produire une nouvelle région. À très bientôt également pour se retrouver au Grand Oral.